Je me présente, hein, Laurent Ronco, je suis le directeur du SCRAD, Quand même. Astre d'Or Méditerranée SCRAD. Et c'est moi qui vais faire l'exposé à la place de Patrick, qui donc est malade. Mais je suis quand même un petit peu au courant du programme, puisque c'est un sujet que nous traitons ensemble, Patrick et moi, ou plutôt le lycée hôtelier de Hyères Golf Hotel, où il est chef et professeur, et le SCRAD, où je suis directeur. Voilà. Alors, valoriser l'utilisation de fleurs comestibles en cuisine, l'objectif de cet exposé, c'était de lier l'utilisation de cet usage un peu différent des fleurs, puisque nous on fait de la fleur coupée ornementale, là c'est du comestible, lier cette utilisation à la fois à un projet pédagogique et à la valorisation de produits locaux. Donc c'est l'objectif de l'exposé d'aujourd'hui. Alors on commencera d'abord par un petit point historique sur l'utilisation des fleurs dans la cuisine, vous verrez qu'elle n'est pas nouvelle. Le constat actuel, c'est que ça se démocratise, ça commence à dépasser le phénomène de mode. On verra ensuite quelques petits exemples de fleurs comestibles et de ce qu'elles peuvent apporter. Et puis on parlera ensuite du programme qui a été réalisé. Et puis aussi, je toucherai 2 mots avant de ce qui est réalisé dans Astre d'Or Méditerranée, puisque c'est une thématique qui est travaillée par les 2 stations, Créam et SCRAD. Alors, en parcourant rapidement notre histoire, on constate que les fleurs s'invitaient avant sur tous les banquets, de la cueillette des chasseurs-cueilleurs de la préhistoire au temps des Romains et des contemporains de Clovis, de Charlemagne, les fleurs étaient partout. Et l'histoire nous montre que de nombreuses cultures ont mis les fleurs fraîches en valeur dans leur préparation culinaire. Les Indiens appréciaient les pétales de rose. En Orient, la fleur d'oranger et de citron. Au XIIIe siècle, à Bagdad, un livre fait même état d'une recette de dattes fourrées d'amandes, de fleurs de jacinthe confites dans du miel, le tout parfumé à l'eau de rose et au safran. Alors on n'a pas prévu ça pour ce soir, hein, ne vous faites pas d'illusions. Je rappelle aussi que Nostradamus, que tout le monde connaît pour ses prophéties, et qui s'appelait Michel de Notre-Dame, a rédigé un des premiers livres de cuisine en France, et il valorisait énormément les fleurs comestibles. Donc, c'est quelque chose qui est connu depuis pas mal de temps. L'eau de rose également figurait dans de nombreuses recettes de l'Antiquité romaine, et puis ensuite ça continua pendant toute l'époque médiévale pour parfumer les sauces, les ragoûts et bien d'autres préparations. Et tandis qu'on trouvait également des fleurs de lys dans les plats orientaux, les Romains utilisaient les violettes, les Italiens et les Espagnols farcissaient les fleurs de courge. On trouvait dans les recettes des fleurs de glycine, de camélia, lotus, jasmin, lys, cerisier, pêcher, magnolia. Tout ça honorait des plats salés ou sucrés, servis bien sûr sur les tables princières, hein, c'était pas pour tout le monde. Et encore aujourd'hui, dans certaines régions, on trouve des fleurs qui sont à l'origine de boissons nationales, comme l'oseille de Guinée, qui est en fait l'Hibiscus sabdarifa, qui est la boisson nationale d'Égypte et du Soudan, hein, c'est ce qu'on appelle le carcadé. Vous le trouvez aussi en Guinée, Mali, Sénégal, donc toute cette partie de l'Afrique sous le nom de bissap. Elle est aussi cultivée dans les Antilles françaises. C'est groseille pays, on en fait des jus de fruits. Puis maintenant, on en trouve également dans tous nos supermarchés, en version sèche. Donc, on s'aperçoit que ce sont des fleurs qui sont connues depuis et utilisées depuis très longtemps. Et aujourd'hui, on a une culture occidentale qui entretient un rapport intime et très respectueux envers les fleurs, à tel point qu'on a presque développé un interdit pour la consommation des fleurs, et que pour bien des gens, quand on leur dit vous allez manger des fleurs, ils trouvent l'idée totalement loufoque, et même certains sont rebutés par cette idée. Pourtant, ça semble de moins en moins incongru, et depuis 20 ans, on voit que les fleurs reviennent dans les assiettes, un petit peu partout en région, et le public réapprend à s'émerveiller de ces fleurs comestibles. Alors vous avez ici quelques photos, je citerai, on citera quelques chefs connus, hein, Marc Vera, bien sûr, la Maison des Bois à Manigode, en Haute-Savoie, donc c'est tout ce qui est plantes sauvages et plantes aromatiques des Alpes. On pourrait aussi citer Alain Passard, c'est le restaurant L'Arpège à Paris, qui lui emploie 6 jardiniers
rien que pour produire les plantes qu'il utilise. Dans le sud de la France, on n'est pas en reste. On a Alexandre Mazia à Marseille qui s'appuie sur un producteur de fleurs en permaculture pour fournir son restaurant. Et on a également Benjamin Colomba, pas très loin d'ici, qui est au château de Berne à Draguignan, avec lequel le SCRAD a également travaillé. Donc, et depuis peu, on s'aperçoit que ça arrive même dans l'industrie, puisque Bonne Maman commercialise des compotés de fruits à la fleur de sureau. Bon, ça, c'est quand même assez classique, mais aussi à la fleur de jasmin, à la fleur d'oranger. Donc, on voit arriver petit à petit tout ça dans les commerces. Donc, une démocratisation. Et on s'aperçoit qu'au départ, c'était vraiment de la mode. Et puis, on se dit, voilà, ça va se développer un petit peu plus. Alors, au niveau culinaire, les fleurs comestibles, quelles qu'elles vont pouvoir apporter? Alors, non seulement elles ont des vertus nutritionnelles et nutritives, bon, on ne va pas trop s'attarder là-dessus, mais elles apportent surtout un immense panel de saveurs, quelquefois totalement insoupçonnées. Les grands chefs cuisiniers et cuisinières aiment travailler les fleurs, considérant l'emploi de celles-ci comme une épice, un légume à part entière, un arôme apportant des goûts capiteux ou des saveurs un peu étranges, des textures ou bien des couleurs nouvelles. Le registre de la partition gustative est assez énorme. On retrouve des saveurs poivrées, miellées, citronnées, résineuses, camphrées, musquées, mentholées, on parlait de menthol tout à l'heure, épicées, végétales, aillées, bien sûr, on retrouve aussi ces goûts aillés, piquantes quelquefois, ou réglissées, ou moutardées, ou iodées. Bref, on retrouve dans nos fleurs tout type de goût. Et les textures ne sont pas en reste, puisqu'on retrouve des textures qui sont dufteuses, soyeuses, épaisses, juteuses ou croquantes, quelquefois gluantes, molles. Donc en fait, ces fleurs sont un hymne à la créativité culinaire, surtout pour un chef comme Patrick. Alors, le travail de la fleur coupée en Astrodore Méditerranée est assez ancien. Le CREAM avait commencé, le SCRAD a aussi poursuivi, et on travaille actuellement tous les deux la chose, avec un travail qui s'est déjà d'abord appuyé sur des essais de détermination des gammes utilisables, en présentant aux différents chefs tout un panel de fleurs et en repérant ce qui était intéressant pour une production. Donc on n'est pas simplement sur le plaisir de manger une fleur et de dire elle a bon goût. L'idée derrière, c'est de définir un produit qu'on va vendre et avec lequel on va gagner de l'argent. Je rappelle quand même qu'on fait de l'économie. Donc on a beaucoup travaillé au départ sur ce marché des restaurateurs qui était le plus simple à toucher, puisque dans le cadre même d'un programme national où il y avait Est Horticole, on avait pu démontrer que une partie quand même si elle est relativement faible, une partie des restaurateurs est un peu sensibilisée à l'usage de ces fleurs. Et donc c'est on va dire, une clientèle assez facile à toucher au départ. Et nous, on a ensuite essayé, avec le lycée du Golf Hôtel, d'aller un tout petit peu plus loin et de baser un projet pédagogique justement sur la découverte et l'usage de ces fleurs comestibles pour aller plus loin qu'une simple présentation à des restaurateurs. Donc c'est un projet pédagogique qui a été conduit avec une classe de bac pro du lycée hôtelier à côté, des élèves en cuisine, mais aussi en commercialisation et en service. Et c'est un programme qui s'est étalé sur 3 années de formation. Alors de 2017 à 2018, les élèves étaient en seconde. Ça a été la découverte des fleurs comestibles et de ce que pouvait réaliser de l'expérimentation avec visite de la station. En 2018-2019, c'est les élèves qui sont passés au travail, donc ils ont joué leur rôle de créateurs, de chefs, et ils ont élaboré un menu avec plusieurs espèces, en utilisant soit les feuilles, soit les fleurs, et la mise au point de recettes. Et ce menu a ensuite été présenté à la clientèle des restaurants d'application du lycée, puisqu'il y a 3 restaurants d'application qui tournent toute l'année. En 2019 et puis 2020, ce qui va arriver, c'est la phase classe de terminale. Donc on a eu un repas qui a été réalisé et maintenant on va poursuivre la phase de mise au point de recettes et normalisation de ces recettes de façon à passer à une phase supérieure qui sera une phase de conquête du grand public. Alors le grand public, pour le conquérir, il faut lui proposer des fleurs,
mais c'est un peu comme présenter un couteau à une poule, si elle ne sait pas quoi en faire, elle ne va pas le prendre. Donc il faut aussi qu'il y ait la recette avec l'usage, et c'est l'objectif de notre projet. Alors le menu type qui avait été élaboré, donc ça c'était pour le restaurant haut de gamme du lycée hôtelier. Vous voyez, c'était plutôt sympathique. Il y avait un petit croustillant d'oseille de Guinée, donc croustillant d'hibiscus sabdarifa, et puis avec de la ricotta, pour casser un petit peu le goût, on va dire, acide de l'hibiscus, et une crème de capucine au moule qui était franchement divine. Et ça, c'est bien sûr des recettes qui ont été mises au point par les élèves. Et ensuite, on est passé à un rouget avec des petits légumes, risotto parfumé au bégonia. Donc, on peut utiliser à la fois les feuilles pour le parfum et la fleur pour le parfum, le craquant et l'acidité. Et une sauce au tulbagia qui a un goût aillé, mais bien différent et bien plus fin que de l'ail. Alors après, il faut bien doser, parce que le tulbagia peut aussi vous emporter la bouche et recouvrir la totalité des saveurs du plat. Donc là aussi, il y a un savoir-faire qui est important. Donc si on veut vendre du tulbagia, il faudra expliquer comment l'utiliser. Et pour le dessert, parce que l'objectif c'était d'aller jusqu'au dessert, vous voyez, on avait utilisé notamment des hibiscus. Vous avez ici le détail de ce qui était présenté. Et je peux vous garantir que c'était très bon puisque j'y étais. Voilà. Alors, l'intérêt de tout ça, ça a été de faire donc travailler des élèves et des chefs sur l'ensemble de ce projet. Vous voyez un exemple lors du repas. Et de se dire, maintenant qu'on connaît les plantes intéressantes, qu'on a une idée de celles qui sont intéressantes à produire également, donc à commercialiser, on va développer quelque chose de spécifique pour le grand public, une barquette qui serait la barquette adaptée à un repas. Comme ça, l'acheteur pourra se dire, j'achète ça, j'ai les recettes qui correspondent, je vais pouvoir donc me lancer dans l'usage de fleurs comestibles à la maison. Donc l'idée, c'est que cette petite barquette découverte, il y a un QR code dessus. Quand vous cliquez, vous arrivez direct sur une partie du site du SCRAD où on met en ligne les recettes élaborées par le lycée. Et comme ça, on vend certes de la fleur comestible, mais on vend surtout un usage nouveau d'une fleur, et on accompagne le grand public pour accéder à cet usage. Alors pourquoi cet accompagnement différent des restaurateurs ? C'est que le grand public, s'il ne sait pas quoi faire des fleurs, il va être à la rigueur d'accord pour goûter, puis ça s'arrêtera là. Alors que si vous lui expliquez comment il va pouvoir l'utiliser et qu'il n'est pas tout seul, il va pouvoir se lancer là-dessus. Voilà. Donc c'est cette année, normalement, que le projet va vraiment aboutir, puisqu'on va mettre en ligne le détail total des recettes et des nouvelles recettes qui ont été élaborées. Et donc c'est une manière d'accompagner le développement de la fleur comestible sur un marché vraiment très large et sur son usage en cuisine de chef certes, mais aussi cuisine du grand public. On poursuit également nos travaux avec des industriels et là aussi, en effet, c'est un petit peu plus compliqué dès qu'on veut attaquer l'usage avec des industriels. Nous, on est parti du principe que si aucun industriel n'est prêt à se lancer, c'est pas la peine qu'on y aille, parce que sinon, on va passer beaucoup de temps pour rien. Mais il y en a qui répondent positivement. Donc j'espère que lors du prochain exposé, je pourrai traiter non pas de l'utilisation des fleurs comestibles en cuisine, mais l'utilisation des fleurs comestibles dans la restauration en général. Voilà. Alors, je sais pas si vous avez des questions. J'ai peut-être fait moins long que ce qu'il avait prévu. J'ai pas très bien, c'est très bien. Ça, on tient les délais. Voilà. Une question là-bas, tout au fond. Est-ce que tu as le micro, Laurent ? Ouais, merci. Voilà, donc ça, c'était un exemple de ce que vous pourrez voir sur notre site. Alain Maignan, Astre d'Or. Ma première question, je voulais savoir où était la dégustation, du coup. Où était ? La dégustation de ce qui a été montré.
Non, plus sérieusement, la question, c'est sur la partie, quand vous avez travaillé sur la possibilité de vendre en frais des fleurs comestibles en grande distribution. Oui. Est-ce que vous avez travaillé avec, sur la partie analyse sensorielle du produit, sur des panels consommateurs, etc. Alors ça, pour l'instant, ce volet, cette première partie du programme était faite avec des chefs. Donc la partie analyse sensorielle, appréciation du produit, on l'a faite avec les chefs. Et donc la partie commercialisation qu'on a développée, nous depuis 2012, mais on a arrêté l'année dernière, parce que on est arrivé un peu au bout, puisqu'on est allé jusqu'à la commercialisation via des grossistes aux restaurateurs. C'était l'objectif, on a montré la faisabilité. C'était rémunérateur, je peux vous le garantir. Quelquefois, on regrette que des programmes s'arrêtent. On s'est appuyé là sur le volet grand chef pour nous dire ce qui était intéressant ou pas, et quelquefois pour qualifier l'intérêt des fleurs. Et c'est important de le faire avec eux parce que, d'une part, moi, je ne sens pas le goût amer, donc déjà, c'est un handicap pour apprécier une fleur. Et puis, c'est pas notre métier de dire si une fleur est bonne ou pas, c'est vraiment à l'utilisateur. Peut-être que si on attaque le grand public, il va falloir aller un petit peu plus loin. Et c'est vrai que c'est compris dans l'étape qu'on a prévue par la suite. Mais déjà, on va essayer de faire à toute petite échelle pour voir comment ça correspond et après, on développera ça. Voilà. Merci. Une autre question ici aussi ? Le micro, ouais, je vais passer le mien, ça sera plus simple. Si vous voulez bien vous présenter aussi. Bonjour, Caroline Colère de la plucherie d'Invivo. On va produire des fleurs comestibles en environnement contrôlé. Donc moi, je me charge de faire les tests. Et en fait, la question que j'ai, c'est comment on sait, en termes de réglementation, ce qu'on a le droit de vendre en tant que fleurs comestibles ou non ? Ah, voilà une question très sympa. Il y a un grand flou artistique. Sur la fleur comestible. Légalement, en fait, si vous vous adressez à un industriel, il va vous sortir la loi qui fait qu'il ne peut pas commercialiser des fleurs qui n'avaient pas un usage référencé avant 1975, je crois que c'est ça, un truc comme ça. Voilà, donc on arrive à peu près dans ces eaux-là. Donc l'industriel sera très réticent. Si vous allez sur le marché direct de la fleur, là on trouve de tout. Et il y a un grand flou juridique et la DGCCRF est actuellement en train de réfléchir et de sortir une réglementation. C'est vrai que nous, tout ce qu'on a travaillé reposait d'abord sur des études biblio et ethnobotaniques pour montrer qu'on avait le droit de manger les fleurs. Déjà, c'est quand même important parce que je crois que sur la totalité des fleurs existantes, il doit n'y avoir que 250 de comestibles. Et comestible, ça ne veut pas dire que c'est bon, hein, ça veut juste dire qu'on ne meurt pas quand on les mange. Donc nous, l'objectif, c'était de faire le tri entre ce qui est comestible et ce qui est vraiment intéressant. Et d'autant plus qu'on a travaillé exclusivement celles qui avaient un goût et qui apportaient quelque chose en plus que simplement de la décoration. Si vous faites une pensée, qui sera la première des choses que vous allez produire, parce que c'est la première des choses qu'on va vous demander, on le sait parce que nous, on ne voulait pas travailler les pensées, mais c'est la première chose qu'on nous a demandé en fourniture, c'est ce qu'on appelle un produit d'appel. La pensée, vous mangez de la salade, c'est pareil. Hein. Voilà. Mais c'est une très belle salade avec très jolis coloris, et donc il faut aussi l'avoir dans sa gamme. Et donc pour l'instant, il y a un flou, peut-être que... Laurent, il me semble que la FAO a édité... Même... Oui, c'est ouvert le micro. Oui, oui. Il me semble que la FAO a édité un document qui s'appelle le Codex Alimentarius, mais qui n'a pas de valeur réglementaire. Et puis, je ne pense pas qu'il y ait énormément de références aux espèces ornementales. Pour autant, c'est vrai que c'est un peu délicat, parce qu'il y a beaucoup de plantes. Seule la fleur est mangeable. Là, tu parlais de glycine, vaut mieux pas manger les feuilles, la glycine, parce que alors là, tu vas pas vraiment... Donc, s'il y a un peu de feuilles en décoration, bon, c'est pas le cas, hein, mais il faut être prudent. Ok, merci beaucoup. Tout comme on trouve beaucoup dans les panels de fleurs comestibles, des mufliers. Le muflier est comestible, mais pas à forte dose.